La crise s'enlise au Mali après 3 tentatives de médiation échouées de la CEDEAO. Le M5 revient finalement sur ce qui était sa toute première revendication, la démission sans délai du président Ibrahim Boubacar Keïta. Alors que la CEDEAO durcit le ton et menace de sanctions les opposants à la sortie de crise. Dans cette édition, on vous parle des nouveaux épisodes de cette crise qui agite le palais de Koulouba depuis plusieurs semaines. Le Burkina Faso rouvre ses frontières aériennes le 1er août prochain et le gouvernement rassure, toutes les dispositions ont été prises de concert avec les organisations internationales, régionales et nationales pour la réouverture de l'aéroport international de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Cet après-midi, des membres du gouvernement ont donné les conditions d'entrée et de sortie du territoire burkinabé. On vous en parle dans cette édition. Plus rien ne va au sein de l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles au Burkina Faso, Agrodia. Des membres dénoncent le détournement de plusieurs tonnes d'engrais subventionnés destinés aux producteurs agricoles des 5 régions du Burkina Faso. Ils pointent du doigt le président d'Agrodia et quelques-uns de ses proches collaborateurs. Vous en saurez plus dans ce journal. Un consortium d'organisations s'engage pour une sexualité responsable des jeunes et adolescents au Burkina Faso. La fondation Kimi, l'UNFPA et la coopération japonaise lancent un projet de renforcement des capacités de jeunes à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Objectif, réduire les cas de grossesse précoce chez cette cible. Les détails à suivre dans un instant. Voilà votre LC à 20 h dans ses grandes articulations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Mais avant toute chose, on vous parle de l'insécurité qui gagne du terrain au Burkina Faso. Le premier adjoint au maire de Lafira dans la province du Sourou, Yacouba Kadia, est porté disparu. Il a été enlevé depuis dimanche dernier par des individus armés non identifiés à son domicile dans le village de Kumbara. Pas encore de bilans officiels, mais les sources précisent que les assaillants ont également emporté 2 motos. Du côté du Mali, la tension reste tendue. Je vous disais hier que les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé la formation d'un gouvernement d'union nationale et la démission des 30 ans députés dont l'élection en avril est contestée. Mais finalement, le M5 revient sur ce qui était sa toute première revendication. Ce mardi, le mouvement de contestation continue d'exiger la démission du président Ibeka. Pendant ce temps, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU exhorte les partis maliens à suivre les recommandations de la CEDEAO sans délai afin de surmonter les tensions, de donner la priorité au dialogue et de s'abstenir de tout acte susceptible d'alimenter les tensions et de menacer l'état de droit. Et rien qu'hier dans la soirée, les fauteuils régaliens ont finalement été pourvus conformément aux recommandations de ses pairs de la CEDEAO. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, autour du chef du gouvernement Boubou Cissé, a nommé 6 ministres, dont le ministre de l'économie, celui de la défense et des affaires étrangères. Parmi ces nommés, 3 ont été reconduits et 3 sont nouveaux dans leurs fonctions, mais aucun n'est issu du mouvement de contestation. Retour au Burkina Faso pour parler du développement minier. Ce matin, le chef du gouvernement, Joseph Dabiré, a reçu à la primature le responsable de la société Advendor Mining. Il est venu faire part de l'acquisition du groupe Semafo par sa société. Acquisition qui a été faite le 1er juillet dernier. Les 2 hommes ont également échangé sur les investissements que la société souhaite faire au Burkina Faso. On écoute le responsable de la société à sa sortie d'audience. L'objectif, c'était de rencontrer le Premier ministre pour lui faire part de l'acquisition du groupe Semafo par la société Endeavour Mining que je représente, qui a été faite le 1er juillet. Et puis je m'apprête dans les prochains jours à aller faire le tour des sites du groupe Endeavour au Burkina Faso. Le groupe Endeavour devient, avec l'acquisition du groupe Semafo,
devient probablement le premier opérateur privé au Burkina avec un peu plus de 3500 salariés. Et puis l'objectif c'était de discuter aussi d'investissements complémentaires que le groupe Endeavour souhaite faire, parler des problématiques de sécurité et d'essayer de voir comment on peut continuer à renforcer ce partenariat entre l'État burkinabé et le groupe Endeavour Mining. La mine de Houndé par exemple, fin juin, a obtenu le nouveau permis minier de Caripump qui a été réalisé, un processus qui a été réalisé avec différents ministères, dont le ministre de l'Environnement, le ministre des Mines, et qui ont permis d'obtenir ce permis très rapidement, malgré la crise sanitaire. Et on sait que les administrations sont mises d'autant plus à dure épreuve dans cette crise. Donc je souhaitais le remercier pour la diligence avec laquelle le gouvernement avait pu travailler sur ces dossiers. Et également lui dire que dans un contexte où le prix de l'or est en train de monter, du fait des incertitudes dans le monde, c'était une chance pour le Burkina Faso d'avoir de la production aurifère, que cette production aurifère permettrait de contribuer d'autant plus au budget de l'État à travers la capacité à produire plus, et puis également notre engagement en tant qu'Endeavour pour assurer le développement de capacités burkinabés, à la fois en matière de sous-traitance pour le secteur minier, mais aussi en matière de création d'emplois, de formation, pour qu'un maximum de Burkinabés puissent accéder à des postes importants de direction sur l'ensemble de nos sites. On a aujourd'hui, on va avoir 2 directeurs généraux pour les mines de Mana et pour les mines de Boungou qui sont de la sous-région au burkinabé. Et l'objectif c'est qu'on ait rapidement les 4 sites qui soient gérés par des responsables burkinabés ou des responsables de la sous-région. Donc c'est un point important pour nous en matière d'engagement, de s'assurer qu'on soit capable de faire émerger des compétences locales pour assurer la direction de ces mines. Alors les différentes mines que nous avons au Burkina Faso, nous en avons 4. Donc la mine de Karma qui est à côté de Waïgouya, la mine de Mana et la mine de Houndé, et puis la mine de Boungou qui est également dans l'est du pays. C'est les 4 entités principales. Et puis à côté de ça, on a un certain nombre de permis d'exploration sur lesquels on travaille, puisqu'on espère beaucoup que l'exploration nous permettra de trouver de nouveaux gisements pour continuer à faire de nouveaux investissements. On est avec l'acquisition des 2 mines de Semafo, on est devenu le premier producteur d'or au Burkina, avec près de bientôt entre 45 et 50% de la production d'or qui est réalisée par les 4 mines du groupe. Donc on est extrêmement satisfait de notre présence ici au Burkina Faso. Le sous-sol burkinabé recèle d'immenses réserves minières, parmi elles l'or, le zinc et le manganèse. Mais comment faire profiter réellement les ressources naturelles que dispose le pays à ses habitants? Une problématique qui intéresse plus d'un est l'ITIE. L'Initiative pour la transparence des industries extractives veut faire connaître ces nouvelles formes dans ce secteur. L'ITIE Burkina Faso tient depuis ce matin un atelier de formation au profit des hommes de médias. L'objectif majeur est d'outiller les journalistes du pays sur les questions minières pour ensuite les vulgariser auprès des populations cibles. Benjamin Kwame. Le Burkina Faso a un sous-sol très riche en minerais. Le pays est 5e en matière de production d'or en Afrique depuis 2016. Pour plus de transparence dans la gestion extractive des mines, le Burkina Faso a décidé d'intégrer l'ITIE. À travers cet atelier, il est question de faire découvrir les missions de l'ITIE, montrer l'impact tant positif et négatif de l'extraction de ces minéraux aux journalistes afin de les rendre publics auprès des populations. Nous voulons à travers les journalistes que vous nous aidez à passer l'information. Parce que cette norme contribue à faire des réformes et au secrétaire permanent de l'ITIE, la mission principale, c'est de collecter les données et faire élaborer un rapport ITIE par un consultant. À l'issue de ça, ce rapport il est disséminé, c'est-à-dire on vulgarise le contenu de ces rapports pour amener les populations à connaître les montants versés ou payés
par les sociétés minières, cela contribue à atténuer les conflits. Pour parvenir justement à cette fin, l'ITIE a mis en place des principes et exigences, des principes tripartites suivis par l'État, la société civile et les sociétés minières. Il s'agit entre autres ici de suivre l'engagement du gouvernement, celui des entreprises concernant les licences et contrats d'exploitation. Et le Burkina Faso, faisant partie de l'ITIE depuis 2008, se doit de respecter ces exigences. Depuis juin 2019, nous avons donc obtenu une nouvelle norme appelée norme ITIE 2019. Donc cette norme comprend des exigences que les pays qui ont adhéré à l'ITIE doivent forcément mettre en œuvre. Et tous les pays, aujourd'hui, il y a 53 pays qui ont adhéré dans le Burkina Faso. Nous avons donc pour mission de mettre en œuvre les exigences et tous les 3 ans, les pays sont évalués. Sachez également que l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive a vu le jour en fin des années 90 à Londres pour réévaluer les retombées financières et redorer l'image des sociétés minières car l'exploitation des ressources ne profitait pas véritablement aux populations, aspect sur lesquels s'est attardé le premier jour de cet atelier. Leur conclusion était tant attendue. Les experts indépendants valident la disculpation totale du président de la Banque africaine de développement Akuimini Adesina d'accusations de mauvaise gestion par le comité d'éthique interne. Ce panel de 3 experts dirigé par l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson avait été chargé de budget par le conseil des gouverneurs de la BAD d'une revue indépendante sur le travail du comité d'éthique de l'institution basée à Abidjan qui avait totalement blanchi Adesina de multiples et embarrassantes accusations portées par des lanceurs d'alerte anonymes. Ce feuilleton médiatico-financier qui dure depuis avril lorsque les accusations ont fuité dans les médias a déstabilisé l'institution panafricaine de développement et particulièrement son président élu en 2015 et seul candidat à sa succession prévue fin août. On parle à présent de l'actualité Covid-19 au Burkina Faso. Un rapport sur la pandémie a remis au président Kaboré. Il s'agit d'une synthèse du Haut Conseil du dialogue social sur les conséquences économiques et sociales du nouveau coronavirus au Burkina Faso. Un rapport assorti d'un projet de protocole d'accord gouvernement partenaire financier en vue d'amoindrir le mal causé par le Covid-19. Le compte rendu de la rencontre qui s'est tenue ce matin au palais de Kossiam avec Alain Koulibaly. Le Haut Conseil du dialogue social reçu en audience par le président du Faso. Ils viennent remettre à Roch Kaboré le rapport synthèse de leurs travaux sur les conséquences économiques et sociales du Covid-19 au Burkina Faso. Un rapport assorti de recommandations donné sous forme d'un projet de protocole d'accord entre le gouvernement et ses partenaires sociaux à même de trouver des solutions palliatives aux conséquences du Covid-19 sur l'économie nationale et ses composantes sociales. Nous avons rencontré le président du Faso autour justement du Covid que nous avons connu et qui sévit toujours, mais qui a eu des conséquences, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. En tant qu'organisation tripartite, nous avons rencontré un ensemble d'organisations, le patronat, le gouvernement ainsi que les travailleurs, pour voir comment de manière solidaire, nous pouvons faire face aux conséquences de ce Covid. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons fait un protocole, nous avons remis au président du Faso, afin qu'il voie avec le gouvernement comment justement mettre en œuvre les différentes propositions que nous avons faites pour que l'acte de solidarité de l'ensemble des composantes, gouvernement, patronat et travailleurs, on puisse faire face aux conséquences du Covid. C'est ce protocole-là, le rapport et le protocole concernent justement ces différents points. Jean-Marc Palme et ses hommes entendent poursuivre leur plaidoyer auprès des autres membres du gouvernement et des forces vives de la nation pour trouver une entente commune à la mise en œuvre des recommandations prescrites par leur institution.
Le 1er août prochain, le Burkina Faso rouvre ses frontières aériennes. Annoncé au Conseil des ministres dernier, cette nouvelle avait fait sursauter plus d'un, mais pas d'inquiétude, rassure le gouvernement. Les mesures idoines ont été prises pour éviter que le pays ne sombre à nouveau gravement dans les affres de la pandémie à Covid-19. Le compte rendu avec Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. 3 ministres face à la presse pour expliquer les conditions de réouverture des aéroports. Le Burkina rouvre ses frontières dès ce 1er août. Cette opération, le pays ne l'a pas décidé en vase clos. Dans le domaine du transport, ce n'est pas seulement un pays. Nous sommes interconnectés. Et dans le domaine de l'aviation civile en particulier, il ne s'agit pas d'ouvrir un aéroport et puis ne pas savoir que quelqu'un va quitter d'un autre pays pour venir chez vous. Donc c'est une concertation sous-régionale, mais aussi une concertation à l'international qui doivent donc nous amener à faire en sorte que quand on ouvre un aéroport, on est certain que, et naturellement, vous devez pouvoir recevoir donc des avions, des aéronefs dans votre pays. Aujourd'hui, nous sommes certains que chaque pays a géré cette question de l'ouverture des aéroports en se regardant en face, savoir la situation de la pandémie, quels sont donc, nous avons travaillé beaucoup avec le ministère de la Santé pour voir donc les cas importés, d'où viennent ces cas, et puis voir aussi dans la sous-région comment, donc dans certains pays, la pandémie est cernée, les pics qu'il y a à ce niveau-là. Pour éviter d'éventuelles remontées des cas de Covid au Burkina, des mesures sont prises au niveau des infrastructures aéroportuaires. Et à Ouaga et Bobo, nous avions, tous ceux qui vont prendre, il y a des mesures que nous avions mis en œuvre avec le gestionnaire d'aéroport. Et dans notre pays, vous savez que celui qui gère notre aéroport, c'est la SECNA, qui a mis donc en place tout un système de gestion pour le Covid, donc, ou la Covid comme vous voulez. Donc dès le parking, vous allez savoir que les choses vont changer. Parce qu'il va être question d'évacuer rapidement et de faire en sorte qu'à tous les points vous ayez donc les gels mais aussi les lave-mains. Parce que d'abord le parking c'est un lieu de sécurité mais aussi un lieu où on prépare l'hygiène pour pouvoir arriver à l'aérogare. L'aérogare ce sont les infrastructures qui accueillent les passagers. Désormais, l'accès à l'aéroport se fera sous des conditions strictes. Tous les passagers qui rentrent à l'aéroport doivent avoir le masque facial pour être sûr que vous êtes protégé. Mais à l'aéroport c'est un dispositif international. Le masque qu'on demande là-bas, c'est quand même un masque homologué, parce que ce serait quand même pas que c'est l'aéroport international. Nous devions montrer que nous sommes dignes donc d'un aéroport international et que nos masques-là sont des masques qui sont quand même homologués. Alors le point le plus essentiel pour nous, c'est que c'est la densité de remplissage des avions. Okay, ça a été un peu un point de discorde, mais aujourd'hui on est arrivé à faire dire que les avions vont être remplis comme avant. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le système de filtre des avions qui permet de pouvoir avoir un avion avec donc l'air que vous voyez, qui a un système. Alors les constructeurs d'avions, l'IATA et l'OMS sont arrivés à démontrer que si un passager est dans l'avion et que ce système de filtre de l'air fonctionne à merveille, il n'y a pas de risque de contamination. Parce qu'au début, on avait pensé qu'il va falloir laisser un siège. Non, aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce consensus scientifique et que c'est un combat que les constructeurs des avions ont pu démontrer et à l'OMS et aussi à l'IATA. Quoi qu'il en soit, le voyageur à destination du Faso va être soumis à une batterie de mesures incontournables. Avant le voyage, nous souhaitons que le voyageur s'informe des conditions d'entrée au Burkina Faso en visitant le site du ministère de la Santé. Il doit également accepter se soumettre aux procédures sanitaires et le plus important, c'est disposer d'un test PCR négatif datant d'au plus 5 jours. D'au plus, ça ne doit pas dépasser 5 jours. Il y a également des directives pour la compagnie de voyage. La compagnie de voyage ne devrait pas embarquer quelqu'un qui n'a pas son test PCR négatif. La compagnie de voyage doit faire respecter les mesures barrières et la compagnie ne doit pas prendre à bord un passager qui présente une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés ou qui présente des signes de Covid-19.
Pour tenir ces mesures, des robots disponibles aux 2 aéroports du Burkina prendront à distance les températures des différents passagers. La réouverture des aéroports du Burkina Faso se fait en collaboration avec les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et l'UEMOA, mais aussi avec l'assistance de l'OMS. Et si d'aventure des passagers accédaient aux 2 aéroports burkinabés sans avoir fait le moindre test Covid-19 ou avec des résultats positifs à la maladie, quelles sont les mesures prises dans ces différents cas? Claudine Louguet répond à la question au micro de Achille Ouedraogo et Gilles Dasda. Lorsque le passager ne possède pas de test PCR, on va tout simplement lui retirer ses documents d'identification. Après ce retrait, il a obligation de se soumettre au test de diagnostic rapide, test PCR, à sa charge. C'est lui qui va payer le test. Et les conditions de restitution de ces documents d'identité sont: le résultat PCR est négatif, il a ses documents, il récupère ses documents et il rencontre un agent de santé pour le counseling et les conseils de dépistage à J8 et J14. J8 après le premier examen. Si le test est positif, il doit bénéficier de prise en charge. La prise en charge se fait à domicile après une évaluation environnementale qui montre qu'il peut aller à domicile sans risque de contagion des autres membres de la famille et partant de la communauté. Et cela lorsqu'il n'a pas de symptômes, il n'a pas de signes ou il ne présente pas de signes de gravité. Si l'évaluation n'est pas favorable, il va être confiné à l'hôtel à ses frais. S'il présente des signes de gravité, l'hospitalisation est de fait à l'hôpital. Lorsqu'il s'agit d'un voyageur en transit, sans solution PCR, sans résultat PCR, test PCR négatif, il n'a pas fait son test mais il est en transit. Si le transit ne dépasse pas 48 heures, il est confiné sous surveillance policière à l'hôtel et conduit à l'embarquement toujours sous surveillance policière. Si c'est plus de 48 heures, il va suivre le même traitement, il va subir le même traitement que ceux qui viennent sans PCR, c'est-à-dire on va retirer ses dossiers d'identification. Et le Maroc, qui, face à la flambée de nouveaux cas de contamination, décide de mettre à l'isolement plus de la moitié de sa population. Cette décision éclair du pouvoir de Rabat prise dimanche soir et qui touche 8 villes parmi lesquelles Marrakech et Tanger a provoqué des scènes de chaos. Il y a des embouteillages géants sur les routes et les gares sont prises d'assaut. Ces derniers jours ont été marqués par un nouveau record de contamination, 811 samedi et 633 dimanche. Au total, 20 887 cas ont été officiellement enregistrés, dont 316 décès. Le pays a donc enregistré en une semaine plus de cas de contamination qu'en 4 mois. Les conséquences du nouveau coronavirus sont désastreuses et souvent même très étonnantes. Tenez-vous bien qu'au Malawi, le virus a fondamentalement modifié la vie des jeunes filles qui se retrouvent chez elles à cause de la fermeture des écoles décidée par le gouvernement pour tenter d'endiguer la pandémie. Le pays enregistre une hausse de taux de grossesse et mariage précoce. Les chiffres sont parlants. Par exemple, le seul district de Mangochi enregistre au moins 7274 jeunes filles de 10 à 19 ans qui sont tombées enceintes entre janvier et juin de cette année. Dans celui de Dongier, plus de 300 jeunes filles se sont retrouvées involontairement enceintes en raison de la pandémie. Et dans le district de Falombe, l'ONG de la coalition de la société civile pour l'éducation a comptabilisé quelques 5000 grossesses et 500 mariages précoces pendant la pandémie. En avril, le Fonds des Nations Unies pour la population avait déjà mis en garde contre l'impact catastrophique que le Covid-19 pourrait bientôt avoir sur les femmes et les filles dans le monde entier. Plus de 47
7 millions de femmes pourraient perdre l'accès à la contraception, ce qui entraînerait 7 millions de grossesses non désirées dans les mois à venir. Et au Burkina Faso, des actions sont menées pour éviter pareille situation. La Fondation Kimi, en partenariat avec l'UNFPA et la coopération japonaise, lance un projet de renforcement des capacités des jeunes à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce projet d'une durée de 3 ans devra permettre de réduire sensiblement les cas de grossesse précoce chez les jeunes et les prémunir des MST dans les régions du centre et du centre-ouest du pays. On en sait un peu plus avec Alain Koulibaly et Constantin Sieda. Cette cérémonie marque le démarrage du projet de renforcement des capacités des adolescents et des jeunes à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive dans les régions du centre et du centre-ouest. D'une durée de 3 ans, ce projet vise à améliorer l'accès aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive à la frange jeune de la population. Une initiative bien appréciée par les acteurs concernés. Le projet dont le lancement nous réunit ce matin est une contribution supplémentaire aux actions déjà entreprises au niveau national. D'un coût total estimé à environ 1 milliard de francs CFA, il va faciliter la synergie d'action entre les différentes interventions à la matière et également relier l'offre de services de santé sexuelle et de reproduction aux opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication. Des jeunes. Je veux évoquer ici le problème de la précocité des rapports sexuels, des grossesses non désirées, des paternités précoces et de la délinquance juvénile. S'il n'est un secret pour personne que nous, adolescents et jeunes, sommes confrontés à ces maux, l'on doit reconnaître que très souvent, cette situation est due au manque d'informations et d'encadrement nécessaires pour nous en prémunir. Nos petites sœurs et petits frères sont particulièrement vulnérables alors qu'ils traversent une phase charnière de notre existence qu'est l'adolescence. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de l'avènement de ce projet qui permettra de renforcer l'information au profit de nos pairs des 2 régions, de mettre à notre disposition des services adaptés à nos besoins et de créer un environnement favorable à l'exercice de nos droits fondamentaux en matière de santé et de la reproduction. Ce projet est rendu possible grâce à la participation de la Fondation Kimi, l'UNFPA, l'ABBF et l'Organisation japonaise pour la coopération internationale en matière de planification familiale. Ils entendent ainsi contribuer à réduire les cas de grossesse précoce chez les jeunes et à les préserver des maladies sexuellement transmissibles. Il y aura 4 composantes. La première composante, c'est comment faire pour que les jeunes aient l'accès à l'information. Et pour ce faire, donc, il sera créé des espaces spécifiques pour que ces jeunes-là puissent avoir l'information. Deuxième composante, c'est comment même ils vont avoir le service, l'accès aux services, les prestations. Et pour ce faire, on va former tous ceux qui doivent aider à faire la prestation là, dans les centres de santé. On va les former dans la prise en compte des jeunes. C'est une approche jeune. Troisième composante, qui est la coordination, le suivi. Et dans tout ça, on aura des renforcements de compétences de tous les acteurs qui vont intervenir. Les districts sanitaires de Bogodogo et de Signoguin dans la région du centre et celles de Sabou et de Réau dans le centre-ouest sont concernés par ce projet. Il vise à terme toucher près de 300 000 jeunes et adolescents des 2 régions, pour un coût global estimé à près de 800 millions de francs CFA.
Et nous abordons enfin cette grogne au sein de l'association des grossistes et distributeurs d'engrais agricoles. Pour clore cette édition, les intrants agricoles subventionnés par l'État ne sont pas arrivés à leur destinataire. C'est le cri d'alarme de la section Kadiogo de Agrodia. Dans leur sortie de ce jour, les membres de cette section dénoncent un ensemble de comportements peu orthodoxes et en cours dans leur structure mère, comportements face auxquels ils en appellent à la justice. Le compte rendu avec Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. Détournement d'engrais, malversation et des comportements frisant le népotisme, ce serait le quotidien au sein de l'association de grossistes et de distributeurs d'engrais agricoles, Agrodia. Les faits mis en cause concernent la campagne sèche de cette année 2020. Du 28 février au 22 mars, il a été mis à la disposition de Agrodia environ 6 700 tonnes d'engrais NPK 14-23-14 et l'urée 46% à distribuer aux bénéficiaires à un prix subventionné de 12 000 francs le sac de 50 kg. Les sections provinciales devaient assurer la distribution. Les comités provinciaux et les membres sont chargés de mettre à la disposition directe des producteurs les 10 intrants subventionnés au prix fixé par l'État, avec interdiction formelle de céder ces produits à des revendeurs. Les listes des bénéficiaires selon les quantités déposées dans chacune des régions concernées étaient mises à la disposition de Agrodia. Malheureusement, les représentants provinciaux ont été surpris de constater que les dotations qui étaient destinées aux producteurs bénéficiaires et leurs localités ne sont pas parvenues à destination. Au même moment, ces produits subventionnés se retrouvent en vente dans certains marchés. À Bobo-Dioulasso, par exemple, les intrants étaient sur le marché aux mains de commerçants, alors que Bobo-Dioulasso ne fait pas partie des zones couvertes par cette dotation. Surpris par ces agissements, des membres de la structure tentent de comprendre ce qui se trame. Nous avons pris le soin de collecter des preuves à cet effet. Nous avons ainsi alerté la brigade de la gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Cette dernière a intercepté des chargements entiers de camions contenant des dizaines de tonnes, de même que des stocks dans des magasins. Pire encore, les stocks scellés par la gendarmerie ont été reconditionnés pour que les enquêtes, bien que les enquêtes soient en cours par le fournisseur Tropique Agrochem, qui réclamerait être propriétaire de l'engrais saisi avec des logos Agrodia sur les sacs. Nous avons saisi la justice pour que la lumière soit faite. Jusqu'à nos jours, les stocks restent dans des magasins et nous voulons que l'engrais soit restitué aux bénéficiaires et que les quantités détournées et vendues sur le marché soient retrouvées. Et les soucis au sein de Agrodia ne s'arrêtent pas là. En 2017, la structure décide de faire une commande groupée d'engrais. La raison invoquée, réduire les coûts y afférents. Il revenait aux membres intéressés d'exprimer leurs besoins et d'effectuer des dépôts de 25% du coût de la commande et de payer par la suite le reliquat. Contre toute attente, nous découvrons dans le rapport d'activité de 2017 au 31 décembre 2018 que la commande a été effectuée à partir d'un prêt bancaire, que certains membres ont payé le coût de l'engrais dont ils ont bénéficié, que le prêt a été remboursé sur fonds propres de l'association. Par contre, certains membres du bureau exécutif et leurs acolytes ont profité du prêt remboursé pour prélever des quantités importantes, revendu cet engrais sans reverser à l'association. Ils ont donc utilisé l'argent de l'association pour s'enrichir illicitement. La somme totale détournée à l'association s'élèverait à 304 214 273 francs CFA. Agrodia est une association qui a pour but de promouvoir les intérêts des grossistes et détaillants d'intrants agricoles au Burkina Faso. La structure compte à ce jour 1 millier de membres répartis sur les 45 provinces du Burkina.
Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient, disait Sénèque. Et c'est ce qui met un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Bonsoir.